Nous allons avoir maintenant un panel sur le travail précaire dans la fonction publique. Gloria Galloway va animer. Gloria est journaliste depuis près de 30 ans. Elle a couvert toutes les élections fédérales depuis 1997 et elle a fait plusieurs affectations en Afghanistan. Elle va nous animer le panel. Accueillons les membres du panel. Bonjour. Bonjour. On parle toujours d'un problème qui est très important pour la fonction publique et franchement pour les travailleurs et travailleuses au pays, surtout pour les jeunes Canadiens et Canadiennes qui arrivent sur le marché du travail, qui doivent penser si jamais ils auront le même style de vie que leurs générations antérieures ont pu avoir. Je sais bien que ma fille se demande bien si elle pourra mettre de l'argent de côté pour un régime de retraite. Elle est dans la jeune vingtaine et elle se demande toujours comment elle pourra avoir le même genre de qualité de vie, sécurité d'emploi que ses parents ont pu avoir. Alors, c'est un gros enjeu, pas seulement pour vous, mais pour les gens un peu partout au pays. Nous avons un excellent panel pour en parler. À mon extrême droite, Andrew Cash, qui non seulement est un ancien député, cofondateur du Urban Renewal Project. Elle est arrivée à la dernière minute. On était bien heureux de savoir qu'il était ici à côté de lui. Trish Hennessy, fondatrice du nouveau Centre canadien pour les politiques alternatives en Ontario. Elle est à Toronto. Elle travaille pour le chapitre de l'Ontario et c'est un groupe de discussion important. Est-ce qu'on en parle, le groupe de discussion? Et Debbie Davio, que vous connaissez tous, votre présidente. On m'a demandé de lire ceci. Et ça se passe d'explication, mais à titre d'introduction, nous savons que le travail est de plus en plus précaire, que le ministre des Finances, Bill Morneau, a bien précisé, que dit le syndicat, que les Canadiens et Canadiennes devraient s'habituer à parler d'assurance-emploi. Nous savons qu'après une dizaine d'années de coupure d'emploi, font qu'on a tendance à faire de la sous-traitance. Est-ce que le travail, est-ce que la précarité de l'emploi dans la fonction publique est-elle une nouvelle discussion à la mode? Est-ce qu'on fait tout simplement accepter cela? Grand nombre de personnes qui sont de la liste de paie fédérale sont des travailleurs à contrat. Par opposition à ceux qui ne savent pas si leurs emplois vont durer encore 1 an ou 2 ans. Qu'est-ce que cela veut dire pour les jeunes travailleurs et travailleuses? Est-ce que cela veut dire pour la fonction publique? Que ferons-nous s'il nous faut faire quelque chose pour changer le tout? Et qu'est-ce que cela veut dire pour les professionnels de la fonction publique? Si vous avez des gens qui arrivent, qui quittent, qui entrent et qui quittent, qu'est-ce que cela veut dire pour cette mémoire à long terme de ces emplois? Ou cette mémoire à long terme de ce que vous faites? Alors, commençons tout de suite. Chaque membre du panel va vous faire une présentation de 10 minutes pour expliquer la situation. Et ensuite, il y aura un échange de questions sur les questions qu'ils ont soulevées. Alors, aimerais-tu commencer? Je suis très heureuse d'être ici. Merci de m'avoir invité. J'admire beaucoup votre travail. Ce sont des nombreux défis que vous avez eu à relever au cours des dernières années. Ce qui m'a amené à penser, les défis étant pour les scientifiques qui ont été muselés, ça m'a fait penser aux années 1990. À ce moment-là, je commençais, j'étais dans une première carrière, j'étais journaliste au départ. Je me suis retrouvé à travailler à Thunder Bay et mon beau-père du temps était un biologiste
au ministère des Pêcheries, des Pêches. Il travaillait dans le nord-ouest de l'Ontario. Des lacs expérimentaux qui étaient appelés à un moment donné à mourir. Un été, il m'a amené avec lui au lac. Il y avait un groupe de diplômés qui faisaient de la recherche. Il connaissait tout ce qu'il voulait connaître au sujet des espèces de poissons et il était respecté à l'international. Il allait en Russie et on le reconnaissait. Et alors, cette recherche qu'il faisait, et ses équipes de recherche faisaient des recherches importantes pour le Canada, l'Ontario et le monde. On parlait de pluie acide, de son effet sur les écosystèmes. C'est du travail essentiel et j'ai beaucoup appris sur la recherche et les connaissances qu'il contribuait pour permettre de comprendre ce qui se passait dans le monde. Ça, c'était en 1990. Et les années suivantes, j'étais jeune journaliste à ce moment-là. Je rédigeais des articles sur les enjeux du joug. Et l'Ontario vivait une des pires récessions à ce moment-là. Alors, je me suis retrouvé à rédiger des articles sur le marché du travail qui changeait. Lorsque le secteur de la manufacture s'est mis à diminuer, j'écrivais des articles sur les fermetures d'usines, des usines qui étaient mises au rencard. Et donc, c'était un changement important dans le marché du travail. Je parlais un peu de la normalisation de ces changements. On parlait beaucoup de réduction des effectifs, des sociétés qui mettaient des employés à pied. Et après quelques années, la mise à pied avait été à ce point qu'on a changé la définition, puis là, on embauchait tout à coup. Et c'était du nouveau langage pour les travailleurs de la fonction publique. Si vous aviez 65 et plus, on vous encourageait à prendre une pré-retraite. On appelait ça une poignée de main dorée, si vous voulez. À la même occasion, on parlait de liberté à 55 ans. On parlait de prendre une retraite tôt. Et on parlait de ces gens qui recevaient une poignée de main dorée. On leur disait, ne vous inquiétez pas, vous irez voir des consultants. Vous ne ferez que le travail qui vous plaît. Et on disait, à quelle heure voulez-vous aller jouer au golf, par exemple? Vous pourrez décider, ce serait formidable. Alors, c'est une société en changement. Au début, moi, j'ai vu, au début de ma carrière, alors qu'on voyait dans les salles de nouvelles aussi, ce qui se passe à l'heure actuelle dans ces salles. Les rédacteurs et les journalistes qui avaient 55 ans ou 60 se faisaient montrer la porte un peu. Alors, la majorité d'entre nous avions 20 ans et plus. On était le club des 25 ans. Et j'ai vu de première main cette perte de connaissance pour l'institution. Et il y avait des occasions de faire du mentorat qui étaient perdues. Alors, c'était des pertes importantes parce qu'on voyait beaucoup cette dynamique chez vous lorsque je vois la sous-traitance et cette perte aussi de connaissances professionnelles. Au début des années 90, on avait des gens de 20 ans comme moi et la mondialisation changeait tout. Le marché du travail changeait. Et on ne peut pas s'attendre à voir tout cela de restant de nos jours. On essayait d'être le plus éduqué possible parce qu'on pouvait entreprendre, on pensait pouvoir entreprendre jusqu'à 5 carrières dans votre vie. Est-ce qu'il vous fallait avoir 5 emplois pour payer le loyer? C'est autre chose. Il nous préparait à partir d'un marché de main-d'œuvre flexible. Des travailleurs qui ne prévoyaient pas avoir un régime de pension, la sécurité de... Donc, c'est tout un changement par rapport à ce qui s'est passé après la guerre ou à la dépression des années 50, 60 et 70. On était occupés à construire la classe moyenne au Canada. Lorsqu'on a construit cette classe moyenne sur la sécurité et la négociation collective, par exemple pour des emplois solides, des régimes de pension, des congés de maladie. Et les emplois pour la vie, à cette époque, n'avaient pas une connotation négative. Ça signifiait stabilité. Vous étiez loyaux envers vos employeurs, votre compagnie. Vous étiez responsable aussi.
d'élever une famille, de contribuer à votre communauté. Mais tout ça a commencé à être renversé, inversé. Et dans les années 90, en fait, on nous préparait pour un avenir d'emploi précaire. On appelle ça emploi précaire. On en parle partout, on le voit dans la fonction publique et on camoufle ça sous la nécessité d'austérité, c'est l'économie qui m'oblige à le faire, disent les employeurs. Donc, ça ouvre la porte à la sous-traitance, contrat à court terme, réduction des prestations de congé de maladie. En Ontario, on dit, bon, le déficit est la cause, ça se justifie le gel des salaires dans la fonction publique. Certains d'entre vous ont eu des gels de salaire pendant 60 ans. Alors, c'est ce qui se passe dans le secteur public. Dans le secteur privé, la priorité, c'est l'économie du partage. C'est un peu comme le nouveau parachute doré. C'est là où vous avez le plus grand nombre de jeunes éduqués, instruits. Ils trouvent toutes sortes de moyens de vous empêcher d'avoir un emploi sécuritaire. On nous a dit de laisser tomber l'idée d'avoir cet emploi sécuritaire. Il y a aussi des sociétés multinationales qui utilisent la technologie comme Uber ou Airbnb pour vraiment perturber le marché et sans en fait tenir compte, respecter les règlements, les politiques au niveau local, au niveau notamment de la protection des consommateurs. Et si un État veut empêcher ce développement, en fait, il peut faire l'objet d'une poursuite de la part des entreprises, des grandes sociétés. On dit, bon, le monde a changé tellement que les anciennes règles en matière de travail ne s'appliquent plus. En fait, il y a des gens qui m'ont dit, ça a tellement changé que la relation traditionnelle employeur-employé n'existe plus. Ça doit changer. Pensez-y un petit peu. C'est comme ça qu'on a construit la classe moyenne, alors que les employés et les travailleurs, en fait, travaillaient ensemble et demandaient ensemble d'avoir de meilleures conditions de travail. C'est comme ça qu'on a eu une plus grande égalité au Canada. Alors, cette nouvelle économie du partage, appelons ça comme ce que c'est. C'est une économie juste à temps, selon les besoins. C'est une économie de survivance et ça ne favorise pas la classe moyenne. Alors, il transfère les risques des affaires sur les fournisseurs de services. Donc, par exemple, vous êtes un conducteur Uber ou bien vous louez une pièce dans votre maison par Airbnb pour rejoindre les deux bouts. Mais c'est vous qui assumez tous les risques. Et généralement parlant, ce sont des travailleurs qui n'ont aucune protection. Ils sont sous-employés, ils ne peuvent pas retirer de l'assurance chômage, l'assurance emploi, ils n'ont pas de prestations de maladie. Donc, c'est un bouleversement incroyable qui se produit sous nos yeux. Et les travailleurs, en fait, qui participent à cette nouvelle économie ont très peu de recours, contrairement à ceux qui appartiennent à un syndicat, qui ont un pouvoir collectif de se battre. Ils sont individualisés, ils sont seuls, isolés. Et vous savez que dans le secteur public, vous n'êtes pas protégé, par exemple, dans les partitions TI. Et pensez à l'avenir. S'ils commencent un jour à réembaucher, ce sont peut-être nos petits-enfants qui vont avoir de bons emplois. Ou bien il y aura une autre façon de partage, d'emploi partagé, où l'employeur, en fait, où tous les risques sont sur les épaules des travailleurs individuels qui n'ont aucune protection. C'est ce qu'on entend donc depuis une génération. Et ça n'a pas à être comme ça. Ce n'est pas inévitable. Les mêmes technologies utilisées pour favoriser le travail précaire peuvent être utilisées pour créer les conditions pour un travail décent. En fait, la sécurité, la stabilité de la classe moyenne, en fait, repose sur notre capacité à renverser la vapeur.
Encore une fois, je reviens à ce que j'ai appris à Thunder Bay, dans ma jeunesse, concernant la nature changeante du travail, mais aussi dans les lacs expérimentaux à Thunder Bay. Je me rappelle bien, j'étais assise dans une petite chaloupe sur le lac et je regardais les boucliers canadiens très anciens. Et je voyais ces équipes de chercheurs qui étudiaient l'histoire de ces lacs et de voir comment on influençait. On avait une incidence sur l'environnement et comment ils pouvaient contribuer pour avoir un monde meilleur. Vos membres ont fait un excellent travail pour se battre, pour s'assurer que les scientifiques avaient le droit de dire la vérité aux décideurs. On a vraiment le pouvoir de refaire les choses. Rien n'est inévitable. La précarité, ce n'est pas inévitable. Et on ne doit pas s'en accoutumer. Merci beaucoup, Trish. Andrew? Oui, merci. Merci. Laura? Andrew Cash, co-fondateur du Urban Worker Project, projet des travailleurs urbains. Donc, c'est un forum, en fait, qui donne la parole aux intéressés. Bon, la relation traditionnelle employé et employeur, surtout pour ce qui est des gens qui sont pigistes ou des travailleurs contractuels, c'est les gens avec qui on travaille. Le projet, en fait, veut susciter un débat public sur les changements dans l'économie. Et deuxièmement, c'est favoriser l'économie et les contacts entre les travailleurs urbains et les référer des services dont ils ont besoin. Et finalement, ce qui est le plus important, organiser les campagnes, c'est sur les thèmes qui ciblent des changements législatifs qui feront une différence dans leur vie personnellement, leur vie de travailleurs et de tout le monde finalement. La plupart des nouveaux emplois dans l'économie, c'est temporaire, à contrat, pigiste. Dans les secteurs, par exemple, de l'art, sans but lucratif, secteur de service, c'est une nouvelle norme. Et la plupart de ces emplois, en fait, n'offrent aucune protection. Par exemple, les prestations soins dentaires, santé, les congés de maladie, pension, sécurité d'emploi entre périodes de travail. En fait, quelqu'un qui connaît le projet m'a dit, « Savez-vous quelle est ma pension à moi? Eh bien, j'investis dans ma santé. Parce que si j'ai une bonne santé, je peux travailler. Parce que je n'aurai jamais de pension. Et ma seule sécurité, ma seule pension, c'est de continuer à travailler. » Donc, c'est un mélange de travailleurs indépendants, de micro-entrepreneurs, comme des teneurs de livres, des nettoyeurs à sec, praticiens des soins de santé, des formateurs, des gens des différents métiers, et ceux qui sont mal catégorisés comme étant entrepreneurs indépendants. Nous avons réuni environ 6 000 de ces travailleurs à travers le pays. Et c'est un secteur, en fait, qui ne correspond pas au profil de la plupart des organisations. Et même si certains de ces travailleurs peuvent donner une image d'une certaine stabilité de classe moyenne, la plupart d'entre eux, en fait, ils sont tout près du gouffre financier. Jusqu'à récemment, ce genre de travail, ça représentait une toute petite partie du marché du travail. Mais maintenant, c'est partout. 40% du travail dans le secteur de l'art, culture et du savoir, c'est du travail précaire, vulnérable, selon les données d'une étude du Centraide. C'est des gens qui travaillent à partir de chez eux ou qui travaillent à côté de vous, dans le milieu de travail, des cafés, etc., en temps partiel ou en contrat pour être des clients du secteur privé ou public. Ils entrent et sortent de l'emploi conventionnel et ils font plusieurs emplois parfois à l'intérieur d'une même semaine. Souvent, en fait, ils n'ont pas de patron conventionnel. En fait, on entend toutes sortes d'histoires.
Bon, vous arrivez au travail lundi, vous travaillez, et puis on vous dit qu'on vous a reclassifié de façon arbitraire comme étant un entrepreneur indépendant qui fait exactement le même travail que vous aviez la semaine d'avant. Mais si vous allez dans un café ou le bureau voisin, peut-être que vous allez avoir l'impression que tout va bien. Ce sont surtout des jeunes, en fait, qui sont penchés sur leur portable. Mais ce qui n'est pas visible à première vue, c'est les contrats à faible revenu pour ces gens. Ils veulent essayer d'être payés pour du travail qu'ils ont peut-être complété 3 mois auparavant et peut-être qu'ils ne seront jamais payés pour ce travail. Vous n'allez pas voir le stress de travailler toujours seul, de façon indépendante, sans accès à la culture, aux collègues, aux mentors, aux des conseils de carrière. Vous allez pas avoir des problèmes de santé mentaux non traités ou la dette énorme des étudiants pour plusieurs d'entre eux. Vous n'allez pas avoir les dépenses ou le logement inadéquat ou la capacité à trouver des soins de garderie abordables pour leurs enfants, ou les parents ou les membres de la famille de ces gens, souvent, eux-mêmes ont des emplois précaires et peu rémunérés. Alors, si ce n'était pas suffisant, ça, eh bien, il y a aussi une acceptation accrue du travail non payé. Ça prend différentes formes. Dans le secteur privé et public, ceux qui sont reliés au projet de travailleurs urbains ont toutes sortes d'histoires, par exemple des practicums, en fait, des stages qui ne sont jamais rémunérés à répétition. Donc, vous n'êtes pas payé pour le travail que vous faites. Les pigistes ou les travailleurs à contrat, en fait, vivent une certaine expérience où vous convenez d'un contrat et on vous ajoute plus de travail et de responsabilité à ce contrat, mais sans vous rémunérer en conséquence. Ou augmenter votre salaire. Travailler chez eux la fin de semaine, sans être payé du temps supplémentaire. Donc, les gens qui travaillent pour des petites entreprises, les organismes responsables bureaucratiques, les ONG, qui font ce travail souvent parce qu'ils y croient, eh bien, se sentent obligés, souvent et parfois obligés, de travailler à temps supplémentaire sans être payés. Des milieux de travail syndiqués aussi, où les gens vont poinçonner leur carte en sortant, qui supposément ils quittent, mais ils continuent à travailler. Souvent, par exemple, ils ont livré la marchandise, ils ont complété le contrat, puis ça prend peut-être 60 jours ou 120 jours même avant d'être payés, s'ils sont chanceux. Quelqu'un, on lui doit 17 000 $ pour un travail qu'il a fait pour un client. Les syndicats des pigistes aux États-Unis disent que 70 % des pigistes là-bas doivent se battre pour être payés. Et on doit à leurs membres plus de 4 millions de factures non payées. Et je ne sais pas que personne ne devrait travailler gratuitement. C'est inacceptable. À tout le moins, dans le secteur public, les employeurs du secteur public ne devraient pas imiter, en fait, l'instinct de la jungle du secteur privé. Non, le secteur public devait être un employeur modèle, des meilleures conditions de travail, meilleurs salaires, mais il ne semble pas que ce soit l'orientation actuelle. Le gouvernement fédéral, par exemple, est un des plus grands clients pour l'agence de main-d'œuvre temporaire. Et la pratique du gouvernement qui veut mettre en camp, en fait, les services, les emplois à temps plein sont passés à sous-traitance de plus en plus. Donc, on doit résister à cette tendance à la privatisation, tout en même temps, trouver des façons d'appuyer les travailleurs contractuels et de leur donner des services. Même si plusieurs d'entre vous ont des emplois sécures avec une pension et des prestations sociales, probablement que vous avez des membres de votre famille qui n'ont pas ça. Des enfants adultes qui ne peuvent pas trouver d'emploi stable ou un époux dont son emploi a été supprimé, le neveu avec 40 000 $ de dette qui doit travailler à Starbucks. Et, soit dit en passant,
il y a bien des gens qui aiment travailler comme pigiste ou contractuel. Ça, c'est vrai. Mais la plupart des gens veulent un emploi stable à plein temps. Donc, lorsque on entend dire, bon, la nouvelle économie, les jeunes aiment bien, ça répond à leur style de vie, ils aiment bien travailler à peu de frais et sans stabilité. Si vous avez 20 ans et vous entendez ce genre de discours, imaginez-vous, c'est absurde. Alors, finalement, je dirais que, bon, j'ai été élu à la Chambre des communes en 2011. Et une des choses, en fait, qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point les fonctions publiques étaient efficaces et dévouées et professionnelles. À l'époque, on parlait beaucoup, si vous vous souvenez, comment l'Ouest amenait la démocratie, c'est-à-dire l'Occident amenait la démocratie à des pays comme l'Afghanistan et l'Irak, et ça se fait par les élections. Mais la démocratie a besoin d'une colonne vertébrale solide pour que les élections soient vraiment apportent vraiment une différence. Et ça, c'est basé sur une fonction publique non partisane. C'est une question économique, c'est une question de justice sociale aussi. C'est aussi une question de démocratie. Donc, lorsqu'on construit un fondement sur lequel tous les travailleurs peuvent se tenir debout, eh bien, on renforce fondamentalement le tissu de notre société démocratique. C'est ça qui est à risque aujourd'hui. Merci. Merci, Andrew. Debbie? Bon, j'ai déjà beaucoup dit sur la question de l'impartition de sous-traitance et des bons travailleurs aux emplois. Donc, j'essaierai d'être succinct et vous dire quelque chose de nouveau. Bon, en tant que fonctionnaire, même si on est confronté à des menaces et la sous-traitance, nous nous retrouvons dans une situation beaucoup plus stable que certains des autres travailleurs auxquels font référence les panélistes. Donc, premièrement, je commence avec une question, si vous me permettez. Combien d'entre vous ont des enfants adultes qui continuent à vivre chez vous ou qui sont retournés vivre chez vous? Levez la main. Ou des petits-enfants dans cette situation qui vivent chez vous. Certains d'entre vous, en fait, ont plaisanté par rapport à ma situation personnelle. Je suis mère célibataire, 3 enfants, 2 sont des adultes, l'autre a 15 ans, à l'école secondaire, et une petite fille. Et, OK, de l'entourage terrestre, on me dit que je vis dans un bloc. Bien, c'est parce qu'il y a quelques années, j'étais dans une situation précaire. Ma famille au complet. Même mon ex-époux se trouvait dans une situation de travail précaire. Et ça avait eu une incidence sur mes enfants. Alors, j'ai pris la décision à ce moment-là d'acheter une maison où je pouvais regrouper tout le clan. Mais ça, c'est des avantages et des désavantages. Parfois, c'est haut et c'est bas, mais c'était la décision la plus sage à prendre sur le plan financier à l'époque. Je ne pouvais pas me permettre de vivre à différents endroits et ils ne pouvaient pas trouver un emploi suffisamment rémunéré pour se débrouiller seuls. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Ils n'ont pas trouvé cet emploi stable qui leur permettrait de se débrouiller seuls sans mon aide. Donc, je suis toujours sans le sou, en dépit de mon succès personnel. Mais c'est quelque chose qui se produit assez couramment aujourd'hui. Mes parents m'ont aidé. Mes parents ont pu m'aider à aller de l'avant. Et une fois que j'ai eu mes diplômes et puis que j'ai commencé ma carrière, je pouvais être indépendant. C'est un travail qui aurait pu m'aider et me soutenir durement et ma famille. Ben, en tant que membre de la collectivité TI et mes études, bien sûr, j'ai fait face à toutes sortes de menaces pour ce qui est de mon emploi, la sous-traitance, etc. Ça a été un défi, mais rien de comparable à la génération qui vient après nous. Et ceci devient une situation d'urgence.
Moi, j'aimerais conclure avec une histoire qui ne concerne pas notre secteur en particulier. Cet été, j'ai rencontré les ministres Bryson justement sur ce sujet de sous-traitance et le besoin urgent de renforcer et de soutenir la classe moyenne, tel que l'a promis le gouvernement. J'avais invité donc le président du plus grand syndicat de secteur privé, Unifor, pour rencontrer le ministre Bryson en ma compagnie pour lui dire pourquoi il ne devrait pas privatiser ces services publics. Et il a raconté l'histoire de GM et Ford. GM et Ford, à cause de la tendance, donc, il s'est demandé dans quoi on devrait s'impliquer, où on devrait travailler, et qu'est-ce qu'on devrait produire nous-mêmes. Et puis, ils ont sous-traité toutes sortes de composantes de la voiture, de telle sorte qu'ils ont perdu le contrôle sur leurs produits. Donc, au cours des dernières années, 2 dernières années, il y a un renversement de la tendance. Parce que le secteur, qui se soucie surtout des recettes, des profits, de rentabilité, ils ont décidé que ce n'était pas la bonne voie à suivre, d'avoir une force de main-d'œuvre capable de livrer toute la marchandise, toutes les composantes, même en excluant les questions de justice sociale, de mieux-être des gens. On parle seulement du mieux-être de l'économie ici. Mais ça demeure toujours logique. Gros bon sens de garder les bons emplois, s'assurer qu'il y ait des bons emplois. Alors, pour conclure, je dirais seulement, et j'y crois fermement, c'est que des bons emplois dans la fonction publique ne deviennent pas forcément de bons emplois dans le secteur privé une fois privatisés. Si on veut que nos enfants puissent un jour nous appuyer, parce que je ne pourrais pas maintenir ce rythme pendant toute ma vie, eh bien, il faut s'assurer qu'ils vivent dans un monde où ils soient en sécurité, avec un travail stable, avec une certaine sécurité à la retraite, des avantages sociaux, qui seraient sécuritaires pour moi aussi. Merci. Il semble que tous trois, en fait, vous prêchez aux convertis. La plupart des gens, c'est cette salle, j'imagine, ont probablement pensé aux mêmes choses que vous avez dites aujourd'hui. Ils ont des enfants à la maison, comme c'est mon cas, des enfants adultes. Souvent, ils voient leurs collègues qui travaillent sous contrat, ils voient le travail précaire tout autour d'eux. Alors, c'est ça la question qui se présente. Qu'est-ce que les gens ici, dans la salle, peuvent faire, s'il y a lieu, pour, en fait, mettre un terme à cette dégradation, ou vous restez incapable incapable de faire quoi que ce soit, en fait, pour réduire cette tendance vers le travail précaire dans la fonction publique. Je commencerai avec Tricia peut-être en premier. Très bonne question. Les gens se sentent impuissants. Bon, comment est-ce qu'on peut concurrencer? On parle de robotisation, automatisation qui vont voler nos emplois. Dans un de mes diplômes de sociologie de travail, ils ont dit dans les 50 que tout allait être fait par des robots, on serait dans la société des loisirs. En fait, il n'y a pas prévu qu'on serait constamment avec nos cellulaires, travailler 24 heures sur 24 en tout temps. Donc, il faut dire les choses très clairement. En fait, ils vous font peur pour que vous vous soumettiez à leur volonté. Mais on n'a pas à faire ça. En parlant entre vous, avec vos familles, avec les gens qui vous disent peut-être que vous ne pouvez rien faire. Eh bien, si vous regardez les sondages dans la fonction publique au Canada, le nombre de Canadiens qui disent que leurs enfants ou petits-enfants ne se tireront pas aussi bien leur épingle du jeu que cette génération présente continue à augmenter. Donc, la majorité des Canadiens n'y croient pas. Donc, la complaisance, comme dans toute démocratie, la passivité n'apportera pas les changements que vous souhaitez. Vous devez être le changement que vous désirez. En tant que travailleurs, donc, qui peuvent collectivement utiliser votre pouvoir
pour amener des changements. Vous l'avez fait au cours des 2 dernières années. Quand des syndicats comme le vôtre, qui travaillent conjointement avec le mouvement de justice sociale, des changements importants peuvent être apportés. Donc, il faut commencer à parler d'un nouveau contrat social au Canada et ailleurs. Pas seulement pour sauvegarder le travail décent aujourd'hui, et ceux qui restent du moins, ou pour que vos enfants et petits-enfants aient des opportunités. Il faut s'assurer qu'ils aient des occasions qui se présentent à eux. Mais l'avenir, en fait, c'est une économie du savoir. Si on veut vraiment concurrencer, si on veut vraiment que le Canada continue à avoir une classe moyenne saine, il faut donc s'assurer d'utiliser tout notre pouvoir de connaissance. Utiliser ce savoir pour créer les conditions essentielles pour un travail décent. J'aimerais juste ajouter à ce que a dit Debbie. Vous avez dit qu'un bon emploi dans la fonction publique ne devient pas un bon emploi de secteur privé lorsqu'il est privatisé. Mais ce qui est vrai aussi, un bon emploi dans le secteur public rend plus difficile la privatisation, la création de mauvais emplois dans le secteur privé. Donc, de bons emplois dans la fonction publique, de classe moyenne, avec des pensions et des avantages sociaux, ça demeure un exemple pour les travailleurs. Peu importe où ils se retrouvent dans l'économie, ils peuvent voir cet exemple, ce modèle. Ils voient que ce n'est pas inévitable d'avoir un mauvais emploi, parce qu'ils vont voir que des gens ont toujours de bons emplois. Et c'est donc très important à garder à l'esprit. Et j'espère que ça aidera les gens dans la fonction publique d'établir ce lien. Surtout pour ce qui est des travailleurs avec qui je travaille. Parce que, en bout de ligne, ce n'est pas inévitable. Ceci découle de décisions que nous avons prises ou qu'on a choisi de ne pas prendre via nos choix politiques, j'entends. Et donc, ce n'est pas inévitable. J'aimerais ajouter une autre chose pour terminer. On appelle notre organisation Projet des travailleurs urbains, Urban Worker Project. J'utilise le mot travailleur dans le titre parce que on a la propre vision de ce qu'était un travailleur jadis suite à la révolution industrielle, des gens qui faisaient beaucoup de travail manuel, surtout les hommes. Ils travaillaient fort, ils travaillaient dans les mines, le charbon, etc. Mais ce que je veux faire, c'est d'encourager et faire partie d'un mouvement. Bon, vous travaillez, vous êtes travaillez dans le domaine des TI, mais un travailleur des TI. Vous travaillez avec un ordinateur, mais vous demeurez un travailleur. Donc, on est dans un contexte ici où peut-être c'est pas toujours évident. C'est ce que nous sommes tous, finalement, des travailleurs. Le travail a changé, mais la demande et les besoins de stabilité et d'un avenir optimiste demeurent exactement les mêmes. Et finalement, lorsque vous nous demandez qu'est-ce qu'on peut faire, nous, qu'est-ce que les gens peuvent faire, ce n'est pas un enjeu qui est isolé, déconnecté. On a des problèmes au niveau du marché du logement ou le coût des études supérieures, l'accès à des opportunités pour les communautés qui ont difficilement accès à ces opportunités. Cette question du travail précaire, en fait, est une question parmi un nombre de problèmes d'inégalité dans la société. Debbie, on a vu au courant des dernières années, peut-être pas dans les 2-3 dernières années, mais plutôt au courant des 10 dernières années, des mises à pied dans la fonction publique de très grand nombre. Alors, les gouvernements puissent en arriver à leurs objectifs financiers. Est-ce que c'est quelque chose de difficile à débattre lorsque vous voyez vos emplois qui sont octroyés à des sous-traitants? Alors, c'est une question un peu
l'avocat du diable. Oui, nous octroyons le travail à quelqu'un à qui nous ne sommes pas obligés de donner tous les avantages auxquels ont droit les fonctionnaires. Oui, c'est évidemment l'argumentaire qu'ils utilisent parce que c'est ce qu'ils veulent faire, mais l'évidence et les faits n'appuient pas cet énoncé. Alors, c'est pas moins dispendieux pour le gouvernement, c'est 2 à 10 fois plus dispendieux avec toutes les preuves que nous avons démontrées et c'est avec tous nos avantages inclus. C'est parce que ces projets-là, sur lesquels il y a des appels d'offres, ils arrivent à un coût et ce coût initial est peut-être comparable et pourrait être plus bas que le coût de le faire au sein du gouvernement, mais ces contrats-là deviennent gonflés des frais d'administration, des changements d'objectifs et les faits démontrent que finalement, au bilan, c'est plus onéreux. Alors, bien sûr, il y a une enveloppe pour payer les salaires et une autre enveloppe pour payer les coûts opérationnels. Et c'est de cette enveloppe-là qu'il défraie les coûts. Et le problème a été exagéré par le temps que ça prend pour que ça se fasse de la bonne façon. Alors, pour doter quelqu'un dans la fonction publique, c'est un processus tellement bureaucratique qui prend beaucoup de temps pour doter un poste et les gestionnaires souvent vont se tourner vers l'option la plus facile, pas la moins chère, la plus facile, qui est tout simplement de donner le travail en sous-traitance, même s'ils ont l'expertise dans leur propre rang. Alors, le gouvernement pourrait arriver avec l'argumentaire qu'ils prennent une bonne décision du point de vue financier, mais c'est le contraire. C'est une bonne question que vous avez soulevée. Je soumettrais qu'il y a d'autres coûts qui ne sont pas nécessairement d'ordre financier. Le coût de gérer les attentes dans la fonction publique, les experts sont éliminés, ils reviennent comme consultants et ça renforce, ça devient une roue qui alimente le fait que le secteur privé a toutes les connaissances, mais c'est conçu ainsi. On a vu ça en Ontario sous le gouvernement de Mike Harris. Ils ont fait de la sous-traitance massive et vous avez tous ces experts-là. Ils ont fait 2 fois plus d'argent lorsqu'ils sont revenus comme consultants et comme des experts conseils. Ils ont perdu l'expertise interne. Et l'autre chose, lorsque ça en vient au coût, il y a un éléphant dans la pièce et ce sont les coupures budgétaires. Alors, par 20 ans, au niveau provincial et fédéral, on s'est soumis à un agenda politique où les coupures ont préséance surtout. Je ne sais pas quelles sont les pertes cumulatives parce que je me suis penché sur l'Ontario depuis le milieu des années 90. Maintenant, les pertes fiscales aux revenus sont de l'ordre de 19 milliards de dollars. On ne parlerait pas d'un déficit provincial si c'était le cas. Alors, il s'agit de choix politiques également. Alors, vous avez été sur la colline, vous avez vu l'argumentaire Alors, selon ce que Trish a dit, est-ce que les gouvernements sont alertés au problème potentiel de perte d'expérience et de l'expertise au sein de la fonction publique? Lorsqu'on se débarrasse des employés à long terme et qu'on y va avec la sous-traitance, est-ce que c'est un gouvernement de taille? Est-ce que c'est un argument que le gouvernement examine? On a un gouvernement qui, idéologiquement, ces dernières 20 années, qui était croyant que le gouvernement était le problème et ils ont suivi un agenda pour finalement exploiter le gouvernement et puiser à même les ressources du gouvernement en faveur du secteur public. Et nous allons, d'ici
S'il est très clair de mon point de vue au sein du Parlement, c'est que les politiciens ils réagissent à la pression publique. Et les politiques changent. Ça prend un bout de temps, mais ça arrive, c'est efficace. Et vous pouvez voir la différence, par exemple, entre les frais pour les études au Québec et en Ontario sont beaucoup plus bas au Québec. Et une des raisons majeures, c'est que la pression publique. Une des raisons qu'ils augmentent tout le temps, et on a les plus élevés en Ontario, c'est le manque de pression. Alors, ça apparaît simple, c'est vrai. Alors, je vois ça tous les jours dans mon travail au Parlement. Alors, on arrive à la fin de notre tribune. Nous allons voir un site web qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour des questions. Une adresse où vous pouvez envoyer vos questions et que les experts y répondent. Et on a fait une brèche dans votre heure du dîner. Et merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Et nous allons certainement réfléchir à ce que vous avez dit.